de vous retrouver encore à ce nouveau numéro de votre émission Écho des partis politiques et associations. Une émission que nous cherchons, nous créons ce qui se passe dans les partis politiques, ce qui s'est dit, comment les commentaires de cadres de partis politiques par rapport au sujet d'actualité. C'est vraiment réelle joie de vous retrouver encore. Milongi mususu ya sika pe tozana l'actualité mususu tu es bien sur eba aucun des ministres du transport qui visait la motion de défiance à l'Assemblée nationale. Malheureusement ces motions ils ont été rejetées, mais la réaction ils ont été partout, notamment la IDPS cadre na bango moko Trésor Mwamba yepo na ye amoni ete le ministre du transport a démissionné parce que gestion est calamiteuse. Et puis mais bien avant, mais quand on peut un message, Augustin Kabouya na Kisangani sur militant la bango il y a UDPS et puis sur la question de l'union sacrée, nous avons bardé Ensemble pour la République, UDPS et beaucoup de partis vraiment attendent les appels malamouté. Tout l'andaye et bon autozonga na plateau. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Portons bien. Ok, qu'est-ce que vous pouvez retenir du passage du secrétaire général de l'UDPS à Kisangani? Ce que je peux dire, c'est que d'abord, d'entrée de jeu, je tiens à féliciter et à remercier les Boyomais et les Boyomais pour l'accueil chaleureux accordé au secrétaire général Augustin Kabouya depuis l'aéroport de Kisangani jusqu'à la place de la Poste où il y avait un très grand meeting, une très grande activité politique où Kabouya Augustin, secrétaire général de l'UDPS, qui a démontré à la face du monde et à la face de tous les partis politiques du Congo et à la face de tous les Congolais qu'il est un vrai leader, c'est un bon manager qui est capable aujourd'hui d'unifier, de mettre ensemble les fils et filles de l'UDPS, de mettre de côté tous les autres clivages qui peuvent déranger le sens de notre combat. Et aujourd'hui, Augustin Kabouya et tous les combattants de la force de délégation qu'il avait accompagné avec Kisangani a démontré que l'UDPS est un parti uni, un parti fort. Le message de Kabouya Augustin au niveau de Kisangani était très simple. C'était d'abord de réconforter les fils et filles de la Chopo, donc de Kisangani précisément, que le président de la République est de cœur avec eux, et aussi de constater l'avancée encore le parti, la gestion du parti en province, ça le sens de la redynamisation du parti UDPS, et de présenter aussi les potentiels leaders qui seront demain les candidats de l'UDPS au niveau de la Chopo. Et précisément l'acte final, le couronnement était de rappeler à nos partenaires, des membres de l'Union sacrée, dont certains partis politiques dont vous brillent par leur inconstance, ils brillent par leur manque de respect et par leur hypocrisie, que l'Union sacrée n'a pas le problème, c'est une pensée qui est une vision du chef de l'État. D'abord que tous les partis membres de l'Union sacrée essayent d'abord de s'arranger à l'interne, s'organisent bien et ordonnent bien les choses. Et ils viennent sur la même table pour discuter. Voilà un peu l'esprit de l'action du secrétaire général Augustin Kabouya à Kisangani. Ok, mais avec nos fissures au niveau de l'Union sacrée, c'est comme ça que vous irez aux élections? Je peux vous rassurer une chose, madame, il n'y a aucune fissure au niveau de l'Union sacrée. Il y a comme ça certains partis politiques, certains regroupements politiques qui n'ont jamais été sincères. C'est dans le Congolais. C'est la raison pour laquelle nous, UDPS, nous prenons toujours le bon sens, la sincérité et l'ordre. Il y a des partis, je ne veux pas avoir honte de le dire, il y a un parti comme, il y a un mouvement, soit un regroupement, un parti politique, ensemble qui, aujourd'hui on constate qu'il y a une partie des députés qui ne sont plus d'accord avec la vision d'un de leurs, qui est Katumbi Moïse et tous ses acolytes, qui ne jouent pas à la sincérité. C'est pourquoi nous disons ceci. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, a passé un message, pas en tirant sur un parti politique, Augustin Kabouya a passé un message à l'endroit de tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée, de pouvoir mettre de l'ordre dans leur famille politique. Et en rappelant un message qu'il y aura élection en 2023. Tous les partis politiques, regroupements politiques, il n'y a pas lieu d'attendre un quelconque dialogue. Il n'y aura aucun dialogue, il n'y aura aucun accord qui sera signé entre n'importe quel camp. L'UDPS est
ses alliés, ses pas pour les élections. Vous serez sur le point de vue 23, si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le point de vue. Le train est déjà en marche. Ok, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a déjà des motions de défiance et des questions orales sur la gestion du ministre de Transport, Charles-Hubert Okende. Quel regard portez-vous sur ces démarches? Ben, je suis très satisfait que les députés aient joué leur rôle. C'est la mission qui leur a été assignée par le peuple congolais qui les a élus. Et ils sont dans leur devoir, dans leur droit de pouvoir, dans leur action politique, action de gestion, l'Assemblée du suivi des activités du gouvernement. Et que lorsqu'il y a un ministre qui est en dehors de la vision telle qu'assignée par le chef d'État et le gouvernement de la République, il est tout à fait normal qu'il soit interpellé. Mais moi, pour le cas de ce ministre, moi, je l'appellerai d'ailleurs à la démission, s'il veut sauver sa peau, parce que sa gestion est calamiteuse. Il a brillé de beaucoup d'incompétences. Il est issu de ce camp des hypocrites dont nous dénonçons la méconduite au sein du gouvernement et au sein de cette union sacrée, donc ensemble. Donc je crois que Okende Chéribin, c'est comme ça qu'il s'appelle, M. Okende doit prendre le courage de démissionner parce qu'il a brillé de toute incompétence constatée. Est-ce que c'est pas parce qu'il est membre d'Ensemble pour la République ou c'est la chasse à l'homme pour vider tout le ministre? Non, c'est n'importe quoi, madame, c'est n'importe quoi. Vous avez vu comme ça, dans le gouvernement, il y a un ministre qui avait brillé d'incompétence aussi, le ministre de l'économie. Il n'est pas issu d'Ensemble. On n'est pas en train de s'acharner contre quiconque, mais les députés, vous ne les empêcherez pas de faire leur travail parlementaire. C'est de pouvoir légiférer des lois et aussi contrôler le gouvernement. Lorsqu'on constate qu'un membre du gouvernement brille d'incompétence et le clientélisme, dites-moi, qu'est-ce que les députés nationaux devraient faire? Ils vont le sanctionner. Okende sera sanctionné, c'est ce que moi je souhaite, parce que les informations à ma possession de mon noir sur blanc que ce ministre est un incompétent. Donc, parce que vraiment, les gens ne donnent pas de crédit à cette Assemblée nationale. Vous avez suivi avec nous les durs du député Tingi Pouloulou envers le président Bosso. Est-ce que cela inspire vraiment confiance à la population congolaise sur cette gestion? Ben écoutez, madame, Pouloulou Tingi est député national. À ce que je sache actuellement, il est administrateur au niveau de la SNEL. Je crois que à l'instant, son acte est un acte purement régalien, un acte normal. C'est de son devoir en tant que député national d'émettre ses avis. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire dans ce qu'a dit Tingi Pouloulou. Il a émis son point de vue, il a ses informations, ben, c'est à lui de le démontrer. Si ce qu'il dit s'avère être vrai sur la mauvaise gestion du programme du chef de l'État, mais les auteurs doivent être sanctionnés. On n'est pas, nous, chez nous, ce n'est pas le clientélisme. Vous savez, même quand vous parlez de lui, les gens se disent que là, Mwamba n'est pas trop en bon terme avec Tingi Pouloulou. C'est un compatriote. Je n'ai rien contre lui, mais je n'étais pas d'accord avec certains propos qu'il aurait tenus à l'endroit de mon parti politique UDPS. Qu'à ça ne tienne, c'est un député national. Je lui dois aussi beaucoup d'estime parce qu'il fait son travail de légiférer les lois et de contrôler le fonctionnement du gouvernement et toutes ses actions. Ok, merci, M. Trésor. Merci, madame. D'un parti politique à un autre, procureur général près la Cour des cassations, qui est à l'objet na rentrée judiciaire, il faut renforcer, durcir les sous peine contre offense au chef de l'État. Pour surtout opposant, malobé qui tellement makasi, bazo respecter donc infraction et offense au chef de l'État, il faut dire sur yango lisusu, mekepe ko kota lisusu renforcer yango. Mais à partir il y a Joseph Kabila PPRD, baza d'accord té na demande ou décision wana procureur près la Cour de cassation, Tukolanda Bongo, secrétaire permanent adjoint. Il y a parti, il y a Joseph Kabila, Ferdinand Kambere, il y a ça qui le point a réagi ça qui par rapport il y a question on a situation on a tout l'andaye comme ça tout clôturer émission à vision. Bon, nous avons suivi c'est le procureur général près du parquet général près la cassation, la Cour de cassation. Dans son discours solennel à la rentrée judiciaire, qui a proposé que le gouvernement envoie au Parlement une proposition de loi dans laquelle on va revoir par rapport à ce qu'on considère comme peut-être escalade dans le langage, et ainsi de suite, un projet de loi qui va alourdir la peine. Parce que la peine qui est dans l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre
1963. C'est punissable de 3 mois à 2 ans. Et que donc, en demandant que le gouvernement fasse une proposition dans ce sens, c'est lui demander d'aller au-delà des 3 ans. Je crois que, à ce qui nous concerne, nous avons été même dans d'autres médias pour dire non. Je crois qu'il faut que le procureur nous aide plutôt à promouvoir la démocratie. L'offense envers les chefs de l'État, comme c'est écrit dans l'ordonnance loi, c'est une infraction politique. Et vous le savez, quand vous comparez l'année où ce décret loi avait été pris, c'était à l'époque du président Joseph Kasavubu. À cette époque, c'était un régime parlementaire, donc un régime où le président n'intervient pas dans le pouvoir exécutif. Il est hors de la mêlée, il est au-dessus de la mêlée. Mais si les gens sont en train plutôt de vouloir donner, je vois beaucoup de partisans du régime actuel, beaucoup de partisans de Fachi Béton qui voudraient le présenter un peu comme à l'époque du maréchal, comme un roi, une personnalité inviolable ou sacrée. Non. Ce genre de personnalité, c'est soit dans la dictature, soit dans un régime parlementaire où le président n'agit pas au pouvoir exécutif. Mais maintenant que nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire pour les autres, mais pour lesquels le président quand même a des secteurs du pouvoir exécutif où il intervient. Vous voyez parfois le programme, vous voyez c'est directement le président de la République qui est impliqué par plusieurs programmes qui sont attachés à la présidence, alors que la tendance aurait été qu'on se départit de cela, qu'on laisse les gouvernements toute la responsabilité, parce que dans la Constitution, les présidents de la République, notre Constitution actuelle, le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Et que donc, quand on lui laisse beaucoup influer sur la politique ou sur le pouvoir exécutif, et bien sûr, dans le droit, dans une démocratie comme la nôtre, parce que nous ne sommes pas dans une dictature, sauf si on veut qu'on revienne dans une dictature, il se fera critiquer nécessairement par nous de l'opposition et par la population lorsqu'on va estimer qu'il y a calamité, qu'il y a chaos. C'est le cas aujourd'hui. Et je voudrais simplement rappeler aux gens par rapport à cette question particulière de l'offense, parce que l'offense envers les chefs de l'État, comme infraction politique, même au temps dire de la dictature de Mobutu, c'était prévu dans le Code d'organisation et compétences judiciaires, je crois à l'article 96, que ça soit un conseil d'État en matière de... une cour de sûreté d'État qui punissait, qui avait la compétence exclusive de sanctionner l'offense envers les chefs de l'État, à côté d'autres infractions, même ce qu'on est en train d'appeler imputation dommageable ou injure envers les chefs de l'État. C'était cet outrage, c'était cette cour particulière qu'on appelait cour de sûreté de l'État qui jugeait toutes ces infractions-là en tant qu'infractions politiques. Donc c'était prévu. Mais quand vous lisez aujourd'hui notre Constitution, pourquoi on est en train de dire que cette ordonnance-là est une ordonnance désuète, donc tombée déjà caduque, comme si on utilise un peu un terme terre à terre, et que plus aucun juge ne peut utiliser. Nous sommes étonnés, comme vous l'avez dit, que les Jimmy Kitenge continuent à être poursuivis sur base de cette ordonnance, que les Kabound, que les Momo, le pasteur Momo qu'on a arrêté de Lualaba, qui est aussi un camarade du parti, Barnabé Milingagno et tous les autres, les gens continuent à être arrêtés sur base de ça, alors que l'article 225 de la Constitution a déjà supprimé la Cour de sûreté de l'État. Il faut que les gens le sachent. Cet article est clair à la matière. Lorsque vous voyez
quand on vise la Cour de sûreté de l'État, les infractions qu'elle jugeait ont été en même temps supprimées qu'avec cette Cour-là. Ok, mais est-ce qu'à l'époque de Joseph Kabila, on n'a pas tenu compte de ça? On a tenu compte de ça d'ailleurs. Non, à l'époque de Joseph Kabila, c'est lui qui a promulgué la constitution de notre pays. Okay. C'est lui qui l'a promulguée. Et dans cette constitution, c'est là où il y a l'article 225 qui a supprimé la Cour de sûreté de l'État. Est-ce qu'en pratique, et en supprimant cela, donc même dans les codes d'organisation actuels, révisés, je parle bien de celle qui est révisée, je crois, en 2013, cette cour est révisée et cette loi plutôt, ce code d'organisation, le nouveau, a aussi mentionné qu'on ne peut plus reprendre ces infractions qui étaient sanctionnées par cette cour-là. C'est bien mentionné dans la loi actuelle. Mais est-ce que sur le plan pratique, il n'y a pas eu de prisonniers à l'époque de Joseph Kabila sur cet outrage? Non, je vous dis que s'il y a eu des victimes de ça, c'est des arrestations arbitraires tout simplement. Parce que si la loi a été supprimée, les infractions supprimées, cette ordonnance-là de 1963, qui concernait un régime du reste qui était parlementaire, donc sous Kassavubu, c'était difficile d'imaginer quelqu'un en train de l'insulter alors qu'il y avait un premier ministre qui est responsable devant le Parlement et qui répondait de sa gestion devant le Parlement. Donc quand ça ne va pas, on voit le premier ministre. Aujourd'hui, par exemple, sous Mobutu, c'était un régime totalement 100% présidentiel. Donc il était en même temps président de la République et en même temps chef du gouvernement. Lui-même, il n'avait que commissaire d'État. Et donc, dans ce contexte-là, je crois que continuer à appliquer ça, comme le font nos magistrats du parquet ou les OPJ, soit pour vouloir dire, comme à l'époque du maréchal, dans la constitution de 78, sa constitution de 78, parce que c'est là où on les comparait par rapport au recours à l'authenticité à un roi d'Isaïe, maréchal, un grand chef coutumier que tout le monde doit considérer. Cette époque est révolue, nous avons une nouvelle constitution qui doit être respectée par tout le monde et que donc nous, en vertu de toutes ces dispositions, nous continuons à croire que dès que les dossiers de Diacom de Jimmy, les camarades Jimmy et les autres vont être fixés, nous allons rappeler cela aux juges que ce sont des gens qui n'ont été arrêtés qu'arbitrairement sur base de textes qui n'existent plus, qui ont été supprimés par notre constitution. Mais beaucoup de gens parlent de musulmans de l'opposition. Bon, c'est là où nous sentons une certaine intention de vouloir museler l'opposition, museler la presse, pour que les gens ne parlent plus d'un président. Non, c'est notre président. Nous devons dire ce que nous passons de sa gestion. Nous devons, nous, encourager les autorités judiciaires, les autres doivent plutôt encourager un débat démocratique dans notre pays. Ou alors, nous ne croyons pas à ce qui est dans la Constitution, nous croyons à autre chose. Mais si c'est celle-là, ou s'ils ne veulent plus de la Constitution, qu'ils inventent une autre. Tout débordé quand même, il n'y a pas de respect pour le chef de l'État du côté de l'opposition. En quoi vous dites de mots très forts et tout ça, sans respect au président de la République. Non, Jocelyne, je crois que c'est peut-être trop dur contre... Parce que chaque fois qu'on tire, par exemple, quand vous venez m'interroger, m'interviewer, vous attendez des réponses de moi. N'attendez pas que de l'opposition, il vienne d'autres termes que vous allez inventer. Donc, ce qu'il faut commencer à donner aux opposants, des vocabulaires à donner, non. Nous les faisons peut-être à des termes durs, parce que c'est des termes aussi qu'utilise la population, pour critiquer leur régime, pour critiquer leur gouvernance. Et l'intention, c'est quoi? Ça a toujours été, nous jouons le rôle de garde-fou, pour que le gouvernement corrige, qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est tout ce que nous faisons comme nous faisons un rôle d'alerte à de suivre ou de ne pas suivre. Parce que nous sommes dans une compétition perpétuelle. Bientôt, ça sera les élections. Alors, pourquoi il y a l'opposition et il y a la majorité? Pourquoi l'opposition est consacrée par l'article 8? Pourquoi il est interdit par l'article, je crois, 7, que personne ne puisse faire
un parti unique sous quelque forme que ce soit. Vouloir refuser les gens à penser, à opiner sur la gestion, c'est mener vers la tendance de l'organisation d'un parti politique, d'un parti unique, alors que déjà la Constitution prévoit que c'est une infraction de haute trahison. Donc c'est la démocratie que nous devons promouvoir dans notre pays, et les débats là est toujours nécessaire pour la vie politique de la nation, et c'est dans l'intérêt des magistrats, des enseignants, des médecins, de tout le monde que l'opposition doit jouer son rôle de garde-fou, son rôle d'alerte lorsque ça ne va pas. Ok, merci beaucoup. On va parler d'autre chose. Le président était à Londres. Il a parlé de la situation sécuritaire, de l'investissement, mais on se demande sur l'implication de la communauté internationale par rapport à cette attaque, par rapport à l'insécurité qui bat son plein au niveau de nos provinces, surtout de l'Est. Comment voyez-vous, comment analysez-vous ces durs de Félix Tshisekedi? Vous voyez d'abord ce qu'on a déploré lorsqu'il a fait son discours à la tribune des Nations Unies, c'est lorsqu'il dénonce, et tout le monde est d'accord avec lui, les Rwandais qui soutiennent les M23 en faisant entrer ses propres troupes sur le sol congolais. Très bien. Mais entre-temps, ce qui énerve cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'en même temps, il soutient les conventions de Nairobi. Les conventions de Nairobi pour demander que ce soit les forces des pays de la région de l'Est, de la communauté de l'Est de l'Afrique, qui ramènent ces troupes ici au détriment des FARDC. Alors là, nous comme nationalistes, comme souverainistes, nous sommes ce parti-là qu'on appelle le PPRD, nous disons non. Nous disons non parce que le Rwanda est membre de cette communauté de l'Est d'Afrique. L'Ouganda est membre. Vous acceptez de faire entrer l'Ouganda. L'Ouganda vous dit bien qu'il est frère à Kagame, et là où est son frère, lui est là. Ils sont en train d'agir. Depuis que l'Ouganda est entré, il n'y a pas de paix à Beni, à Ituri. Continue à tuer. Depuis que M23 est entré par là, soutenu aussi par l'Ouganda, tout le monde le sait. Il n'y a pas de paix. Les populations sont en dehors. D'autres sont réfugiés, d'autres sont déplacés. Nous ne pouvons pas être contents de ça. Alors, par rapport à son message de Londres, c'est là où j'ai peur que les gens ne les trouvent sincères. Lorsqu'entre-temps, c'est lui-même qui dit ils sont en train de m'agresser, mais lui-même est en train de parler avec eux. Il continue à vanter le pourparler de Nairobi, les accords de Nairobi, qui mettent à mal ses propres moyens de défense, qui sont quoi? Qui sont l'armée. Qui sont quoi? Qui sont la population. La Constitution lui donne, lui, en tant que chef de l'État, de donner des moyens nécessaires. Et tous ces gens de l'étranger, ils ont dit que le devoir de protéger les frontières du pays, ça appartient d'abord au gouvernement, ça appartient d'abord au FARDC. Pourquoi alors aller recruter des militaires qu'on nous dit qu'ils seront payés cher quand ils seront sur le sol congolais, alors que les nôtres peut-être ne les sont pas? Pourquoi aller les prendre? Et quand ils viennent, ils disent nous ne venons pas chasser les M23, parce qu'effectivement, les M23, c'est eux qui l'imposent à ce gouvernement. Parce qu'ils ont peut-être été naïfs pour ne pas rester durs. En tout cas, les M23 ne s'est pas battu pour prendre Bunagana. C'est l'Ouganda qui les a amenés là-bas. On a été naïfs, on s'est confié à l'Ouganda et l'Ouganda les a imposés là-bas. Et et maintenant, on ne sait plus avancer, on ne sait plus faire la guerre. Mais est-ce que la communauté internationale n'y est pas pour quelque chose? Parce que leur silence, ça dit quelque chose. Bon, la communauté internationale, qui souvent est représentée par la MONUSCO, qui en même temps, vous avez dit que c'est les gens de l'Union sacrée, à commencer par, je l'ai dit toujours, à commencer par le président du Sénat, qui en arrivant à Goma, lui a appelé la population à chasser la MONUSCO. Mais aucune réaction, on passe plutôt à côté
pour faire une cohésion nationale, mobiliser la population, nous le demandons, nous, tous les jours, comme opposants, mobiliser la population, toutes les forces vives de la nation, derrière les FARDC. Non, non, on contourne, on est à Nairobi, on est aujourd'hui à Londres, alors que la capitale, c'est ici. Pour que les gens aient le même langage, face à l'agression qui est là-bas, non, non. Et ça, même la communauté internationale, comment elle va croire à ça? Ok, donc c'est-à-dire que la solution viendra des Congolais, même et non de la communauté internationale. Tout le monde, Herman Cohen, qui, du temps de Kabila, c'est lui qui soutenait le Rwanda et qui demandait que nous laissions le Rwanda exploiter nos minéraux parce que lui considérait qu'ils ont plus de moyens que nous et que nous n'allons nous contenter que de royalties. Lui, Herman Cohen, maintenant, aujourd'hui, commence à dire non, 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 non. Tous ces groupes armés là-bas sont financés par le Rwanda et l'Ouganda. Mais le gouvernement n'entend rien de ça. Il dit, mais armez votre FARDC. Il a même dit, moi je vais plaider pour que l'embargo tombe. Mais on n'est pas dans ça. Donc tous les conseils qui vont dans le sens où nous devons nous soutenir les FARDC, donner toute la chance à ces FARDC, mobiliser tous les Congolais derrière les FARDC. Non, non, c'est de Kenya, c'est de l'Ouganda, c'est de tout ça. Non, alors qu'il n'y a aucune solution visiblement qui viendra de ce point-là. Ok, merci beaucoup pour citer les élections en 2023. Quel est votre père, le PPRD? Mais parce que, est-ce qu'il y a déjà une CENI consensuelle? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a qu'une CENI fantôme qui est en train de tournoyer pour distraire les gens qui préparent les élections, qui va commencer l'enrôlement. Mais finalement, alors que l'opposition jusque-là n'a jamais occupé ces postes, Jocelyne, nous devons quand même respecter ce peuple congolais qui est un peuple souverain. Nous sommes déjà à plus ou moins une année de l'organisation des élections. Mais on tournoie et pour une question de consensualité, on se met pendant une semaine, on a trouvé un consensus, on élabore un calendrier consensuellement des activités à mener et tout ça. Mais on a Bamout, c'est Congo central qui devient comme Béni, les gens s'entretuent. C'est quand même grave. Tantôt c'est la main noire, c'est la main noire. C'est des communautés qui s'entretuent, c'est des infiltrés qui sont là. C'est quoi autour de ces qui veulent où on nous dit qu'il y aurait du pétrole? C'est eux qui ont annoncé ça. Mais entre-temps, l'État, lui, n'entend pas. Non, à la question de l'Est, non. On ne fait que prolonger l'état de siège. Quand vous lisez la Constitution, là où il y a l'état de siège, est-ce qu'on peut organiser des élections? Et alors on veut nous parler de quelles élections? Ils n'ont pas la volonté d'élever ces élections. Ils n'ont pas la volonté de demander à l'Ouganda qui a fait entrer les M23 de les faire partir pour les laisser dans notre pays. On laisse les M23, on laisse l'Ouganda, mais on va à Londres pour que le nouveau roi fasse quoi de nous là-bas? Et surtout qu'il ait le soutien de l'Ouganda, le Kenya et tout ça. Le Kenya, quand il vient, il dit, je ne viens pas me battre contre les M23. Lui ici, il veut venir aussi rester ici. Et alors, qui trompe qui? Nous parlons de quelles élections? Tu ne vois pas que quelque part, il y a un plan où on veut nous mettre, nous et la population et le peuple souverain, devant un fait accompli que Tokoka quitté. C'est pourquoi, bon comprendre qu'à. C'est là où nous disons, non, vous êtes vraiment avertis, parce que ma solution, on vous... Ok, c'est... Na bon monde to succès émission na biso merci na Potoko Matina Bandak Nabino, merci également l'équipe technique. Je vois derrière la caméra Thérèse Mbelou, Yenda Simba Kibiso, vraiment Potoko Nabandak Nabino. Du côté de la régie, on avait Emmanuel Mwamba, Hervé, on est soutenu Kibiso, Potoko également Nabandak Nabino. Merci également à vous qui au Morolanda biso na niveau ya YouTube Peter Tiani RDC na pesi bino bambote pe tokutani à la prochaine fois ya émission na bino na numéro mususu ya sika. Au revoir.